autochtones, ici c'est Mélissa Marlène-Dupuis. Cette semaine, je veux parler de la déclaration de M. Legault qu'il a fait il y a quelques semaines, comme quoi il avait une arrière-grand-mère qui était autochtone. Bien sûr, il a eu de la misère à la nommer. Je ne sais pas s'il savait si elle était algonquine, anishinaabe. Pourquoi est-ce que je veux revenir sur ça? C'est que de plus en plus, ce discours-là vraiment vient de l'avant. Et quand c'est même utilisé par notre premier ministre, ben, il faut qu'on en parle. C'est-à-dire, l'autre et son arrière-coucoum. Pourquoi est-ce que c'est problématique de toujours vouloir sortir son ancêtre qui était autochtone pour pouvoir parler soit de racisme, de discrimination, pour dire qu'on a des droits? Pourquoi est-ce que c'est un enjeu qui est très difficile aussi au sein même des communautés? Il ne faut pas oublier qu'on a eu beaucoup d'oppression sur le rôle des femmes comme transmetteuses de la culture, transmetteuses de l'identité autochtone aussi. Jusqu'en 85, eh bien, la loi sur les Indiens abolissait l'identité autochtone, l'identité indienne des femmes si elles se mariaient avec un nom autochtone. Donc, quand la loi a changé, on a vu aussi venir ce qu'on appelle le C-31, c'est-à-dire redonner des droits aux femmes qui avaient perdu par le passé justement leur identité parce qu'elles avaient marié des personnes qui étaient non autochtones et qu'elles avaient été même exclues de la communauté. Elles avaient dû vivre en dehors de la réserve puisque la réserve, c'est réservé pour des Indiens. Et quand tu n'es plus une Indienne, eh bien, tu ne peux plus vivre sur la réserve. Ça a un impact énorme sur notre histoire, ça a un impact franchement, quand je veux dire traumatique, parce qu'il y a des instances par rapport, comme à mon expérience personnelle, mes parents se sont jamais mariés parce que mon père, justement, voulait pas que ma mère perde le droit d'aller vivre avec sa famille ou de retourner dans sa communauté ou que nous-mêmes, nous perdions notre identité en tant que Première Nation juste par le mariage. Donc, dans une société beaucoup plus conservatrice, vous pouvez imaginer l'effet que ça a eu. Mais utiliser son arrière-grand-mère pour dire des déclarations comme quoi le racisme systémique n'existe pas ou pour dire que j'ai des droits, je suis autochtone, finalement, on est tous autochtones, ça a un impact vraiment destructeur par rapport au titre et à l'identité autochtone. Parce que le titre, c'est quand même un aspect de la loi sur les Indiens, un aspect du droit ancestral, un aspect légal. Mais l'identité autochtone est beaucoup plus complexe que uniquement la loi sur les Indiens ou les droits ancestraux qui sont reconnus par le gouvernement canadien. L'identité des Premières Nations, c'est quand même un lien communautaire, des responsabilités par rapport au territoire, une connexion au territoire aussi. Et là, on doit en plus réparer la déconnexion forcée du territoire de beaucoup de femmes et d'enfants, soit à travers les pensionnats, soit à travers justement la loi sur les Indiens, ou même par rapport au 60s Scoop, à la rafle des années 60, où on mettait les enfants dans des familles d'accueil. Alors vous comprenez, on déconnecte et on reconnecte des gens qui n'ont pas choisi de l'être. Cependant, dans la dernière décennie, beaucoup de gens ont commencé à sortir leur arrière, 5e génération, 7e génération de grand-mère qui s'appelait la sauvagesse ou que je ne peux même pas nommer, c'est trop compliqué. Imaginez entendre ça quand vous êtes quelqu'un des Premières Nations qui a passé soit sa vie à devoir se reconnecter à sa culture parce que justement la colonisation est venue donner un impact, ou quand même que vous êtes quelqu'un des Premières Nations qui reçoit du racisme habituel, ou comme on dit du racisme ordinaire, c'est-à-dire tu rencontres quelqu'un dans la rue puis il te traite de sauvage ou de cawiche, ou du racisme institutionnalisé quand on va accéder à des services publics. Et là, tu as quelqu'un qui te sort son arrière-grand-mère pour pouvoir défaire toute ton expérience de vie, pour pouvoir défaire aussi l'importance du lien communautaire. Et ça se voit beaucoup quand des personnes veulent trouver leur ancêtre des Premières Nations ou des ancêtres autochtones pour pouvoir clamer des droits ancestraux, des droits de chasse, des droits de pêche, des droits à bâtir un campement sur un territoire donné, mais qui n'ont aucune communication ou connexion avec leur communauté et ont perdu le lien totalement. Donc, c'est extrêmement difficile de pouvoir mettre ça de l'avant parce qu'après, on va se faire dire « ben là, vous n'êtes pas content qu'on célèbre nos origines des Premières Nations? » Non, on est très content quand les gens célèbrent, respectent l'identité autochtone, nous appuient, deviennent des alliés. Cependant, ce qui est vraiment dérangeant, c'est quand on sort le squelette de son arrière-grand-mère
pour pouvoir le vendre ou pour pouvoir l'échanger contre un droit de faire des choses qui sont vraiment déconnectées de la communauté ou de la pratique traditionnelle de ta propre nation. Alors, c'est un sujet qui va être extrêmement difficile parce que ça touche à l'identité. Et on sait qu'au Québec, l'identité est extrêmement sensible comme sujet. Ça va parler aussi d'une déconnexion et ça va parler d'un besoin de décoloniser, et voilà pourquoi je porte ce beau gilet aujourd'hui, décoloniser le concept de l'identité indienne, autochtone, des Premières Nations, Inuits, et d'en faire un concept qui appartient aux Premières Nations et pas un concept qui est géré par la loi sur les Indiens, géré par la Cour suprême du Canada et utilisé comme une espèce de drapeau pour acquérir certains droits qui sont portés par les communautés de peine et de misère depuis les dernières 150 ans. Alors, c'est vraiment difficile d'entendre ce discours-là, mais c'est pas difficile d'entendre quelqu'un qui est fier de son arrière-grand-mère, qui a pris le nom de son arrière-grand-mère, qui écoute son histoire. Comme moi, j'aime beaucoup savoir que dans l'histoire de mon nom, il y a quelqu'un qui vient de l'Écosse. C'est peut-être pas une histoire fantastique au niveau personnel de la famille, mais c'est bien de savoir que j'ai une connexion je ne sais même pas si c'est l'Écosse ou l'Irlande, par le nom Marlon, qui est un arrière courroyeur des bois qui est venu au Canada et qui est reparti d'ailleurs. Mais est-ce que je vais aller clamer les Highlands de l'Écosse? Est-ce que je vais aller demander des droits en Écosse? Non, mais je vais connecter au niveau humain par rapport à cette identité-là. Je vais m'y intéresser et c'est ça qui est vraiment agréable pour une communauté autochtone d'entendre, c'est de voir cette reconnexion, ce lien, cette relation. Mais il ne faut pas oublier que cette relation-là, si elle a été déconnectée d'une façon volontaire ou d'une façon historiquement, où est-ce que là, il y avait peut-être plus de relations avec la communauté québécoise qu'avec la communauté des Premières Nations, eh bien, là, il y a une problématique si tu viens clamer des droits qui sont portés en communauté et des responsabilités qui viennent avec, que tu ne porteras pas, toi, avec la communauté. Donc, c'est très large, c'est très difficile, c'est très sensible et c'est très polémique. On risque d'en entendre beaucoup plus parler. J'espère que M. Legault va connecter avec la responsabilité de sa communauté et de son arrière-coucum pour pouvoir reconnaître le racisme systémique et pouvoir supporter les communautés de façon adéquate, puisqu'il semblerait qu'il fait partie des nôtres. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à passer des commentaires constructifs, s'il vous plaît. Et je vous souhaite une belle semaine.